jaunisse. C'est une technologie qui imite la nature en laboratoire, l'édition du génome ou modifier l'ADN pour améliorer le goût, la résistance aux maladies et le rendement des cultures. Ces possibilités sont infinies, mais a-t-on affaire à de nouveaux OGM? Je travaille dans une station de génétique et d'amélioration des plantes. On travaille beaucoup donc sur le piment, sur la tomate, pour développer des résistances génétiques aux virus. On travaille sur un groupe de virus ARN qui sont très connus, notamment sur pommes de terre pour causer des dégâts. En laboratoire, on va infecter la plante et après on va aller vérifier sur cette plante si elle est sensible ou résistante. Les OGM donc, se caractérisent par l'introduction d'un ADN étranger dans la plante. Les NBT, on va parler d'édition des génomes, New Breeding Techniques, les nouvelles techniques d'amélioration des plantes. On va modifier l'ADN de la plante lui-même pour copier une mutation qui pourrait apparaître naturellement. C'est l'utilisation de biotechnologie pour accélérer un mécanisme. On utilise la méthodologie CRISPR, prix Nobel de chimie l'an dernier. Initialement, ce sont des ciseaux. On va reconnaître de manière très précise une partie du génome et on va ensuite soit le couper, soit le modifier. Comme on a un système très précis, on ne devrait pas modifier ailleurs. Une édition de génome, je ne vois pas de raison d'avoir plus peur qu'une mutation qui apparaît naturellement, vu qu'on copie cette mutation. C'est un outil incroyable. C'est un moyen de pouvoir notamment répondre à des problèmes on va dire, environnementaux, de résistance à la sécheresse, de résistance aux maladies. Dans le monde, les plantes génétiquement modifiées ne font pas l'unanimité. Les États-Unis ont déjà pris un train d'avance. Là-bas, on trouve déjà de l'huile de cuisson à base de graines de soja modifiées. Le Japon, de son côté, a donné son feu vert à des tomates bonnes pour votre cœur, qui contiendraient 5 fois plus d'acides aminés pour faire baisser la tension artérielle. Mais en Europe, ces cultures d'un nouveau genre entrent dans la catégorie OGM et sont donc très strictement encadrées, même si les technologies sont assez différentes. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour demander un assouplissement de cette loi. Certains agriculteurs ne seraient pas contre un petit coup de pouce génétique pour sécuriser leur production. Je suis agriculteur dans le Vexin, de père en fils depuis 6 générations. Je cultive plusieurs cultures, betteraves, céréales, colza, maïs, lin. Nous, c'est le principal intérêt qu'on peut trouver au NBT dans notre métier, de limiter d'éventuels passages de protection phytosanitaire. À l'heure où on nous demande de faire toujours plus vert, évidemment que cette technologie, elle nous semble intéressante. L'année dernière, bien sûr, c'était l'année catastrophique pour nous, puisqu'on a subi de plein fouet les attaques du virus de la jaunisse, un virus qui vient attaquer la plante de betterave. On avait, historiquement et dans le temps, lutté contre ce virus avec des molécules, notamment les néonicotinoïdes. Cette molécule a été interdite il y a 3 ans et on s'est retrouvé très impacté par la jaunisse. On a perdu 50% du rendement. Personnellement, j'ai perdu 45 000 € sur la culture de la betterave. Si le gouvernement me dit il faut vous en passer, je m'en passe. Mais il faut une solution alternative. Sans solution, plus de production. Aujourd'hui, pour trouver une solution technique sur une betterave tolérante à la jaunisse, il nous faudrait 5 ans. Avec cette technique, on pourrait du jour au lendemain avoir une betterave tolérante. Pour nous, ça présente une des meilleures voies et un meilleur espoir pour trouver une solution à ce problème de jaunisse en betterave.
Ils nous ont fait les mêmes promesses avec les OGM transgéniques. C'est un très gros mensonge. Ils nous ont dit vous allez vous adapter à la sécheresse, vous utiliserez moins de pesticides, vous aurez des caractères nutritionnels. On ne les a pas vus, ces OGM transgéniques, et avec ces techniques-là, ça sera la même chose. Le nœud du problème, c'est que les chercheurs sortent des laboratoires, qui viennent dans les champs. Il faut sélectionner les plantes là où elles vont être cultivées, pas in vitro dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, où après on a des cellules qui n'ont jamais vu l'environnement dans lequel vont pousser les plantes, donc elles ont besoin de pesticides. Les faucheurs volontaires, ils sont nés contre les OGM transgéniques. Ça a été parfois violent, ça a duré une quinzaine d'années et on a obtenu leur interdiction en France. Là, nous allons avoir exactement la même démarche jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une protection suffisante des consommateurs, de l'environnement et le droit des paysans de savoir ce qu'ils cultivent et ce qu'ils vendent. Nous, on ne dit pas qu'il faut absolument les interdire, on dit qu'il faut les évaluer. On n'est absolument pas prêt à lâcher. Moi, je suis retraité, mais je suis prêt à aller faucher demain matin. Là, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ce film pose un sujet qui n'est pas le seul sujet par rapport aux semences. Hein. Il y a aussi le sujet de l'innovation qui est très important. Il pose un sujet, celui de l'acceptation du progrès scientifique, à la fois par certains agriculteurs et aussi par le citoyen. Alors, c'est un démarrage pour lancer les échanges, sachant qu'il est important aussi qu'on parle de comment favoriser l'innovation et comment favoriser une meilleure appréhension par le citoyen des innovations que sont apportées par les semences, notamment pour combattre le réchauffement climatique. Qui est-ce qui veut commencer? On n'a pas Barbara ce soir, donc on n'a pas notre première de classe, qui en général lance le débat très rapidement, mais peut-être Mathis ou Alain pourraient commencer par prendre la parole, et puis après on donnera aux agriculteurs la parole également, ou on fait l'inverse, comme vous voulez. Bah, je peux commencer, du coup, j'ai remplacé Barbara. J'ai vu Barbara aujourd'hui, elle m'a dit que je devais la remplacer. Donc, oui, non, ouais, c'est très intéressant comme sujet, effectivement, parce que ça met des enjeux importants. Aujourd'hui, on le voit surtout maintenant, on est en pleine sécheresse, on a besoin d'être résilient et de continuer à avoir notre production alimentaire face aux effets du réchauffement climatique qui vont. Donc aujourd'hui, on n'est qu'au début, donc ça va vraiment s'empirer. Mais c'est un débat qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Bah, tout d'abord, souvent, l'image qu'on a quand on est consommateur de toutes ces semences, de cette production de semences un peu modifiées ou sélectionnées, en fait, c'est que ce sont des grands industriels qui fabriquent ces semences-là. On ne sait pas trop comment c'est fait. C'est assez opaque. On sait que bizarrement, Monsanto, Bayer Monsanto vont fabriquer les semences, vont fabriquer les pesticides, vont même fabriquer parfois les médicaments. Donc, on a des semences spécialement conçues pour survivre aux pesticides. Donc, voilà, c'est tout un business qu'il y a derrière. On sait que c'est des entreprises qui brassent des milliards et des milliards. Et donc, on se demande si ces entreprises-là, elles font ça pour le bien commun, comme elles le disent, pour nourrir la planète ou juste pour engranger un maximum de fric, comme on pourrait dire. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses derrière. Les semences aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc on nous dit absolument que c'est ça la solution, alors que finalement, il n'y a pas vraiment de débat démocratique. Enfin, c'est souvent... on essaie si on écoute le gouvernement ou ce genre de choses, enfin encore le gouvernement, il y a encore quelques réserves sur les OGM, bien évidemment, mais c'est quand même, voilà, il faut développer ces choses. On a de la chance, enfin, en France, on a le principe de précaution qui fait en sorte qu'on n'a pas encore d'OGM, pas comme d'autres pays, mais voilà, c'est l'image vraiment de l'agro-business qu'on peut avoir quand on est citoyen, quand on regarde cette production de semences qui ont des noms bizarres. Enfin, je suis allé voir sur le site de Corteva un peu et sur d'autres sites.
Voilà, enfin, c'est que des noms de code un peu bizarres. Donc, on se dit, ça fait pas très naturel tout ça. Et puis, à côté, justement, je pense que je vais finir là-dessus, il y a l'enjeu on va dire, de garder notre patrimoine génétique au niveau des semences. On voit aujourd'hui que le patrimoine génétique s'est considérablement réduit. On n'a jamais aussi peu cultivé. Donc, d'une part, de variétés variétés de plantes, donc on mange plus grand-chose, je crois que ça doit être quelques dizaines de variétés à peine, et puis au sein même d'espèces, peut-être que je m'embrouille un peu, je suis pas trop fort en bio, mais voilà, donc on mange que certains types d'aliments, et au sein même de ces types d'aliments, en fait, on a réduit considérablement la variété génétique, et c'est des variétés aujourd'hui qui sont modifiées, sélectionnées. Moi, je prends un exemple, la tomate, voilà, c'est une variété ultra conforme, faite vraiment pour le système industriel, qui doit pouvoir être conservé, transporté pour aller au supermarché, qui ressemblent, elles sont toutes les mêmes, elles n'ont aucun goût, elles sont cultivées en plein hiver dans des serres chauffées au gaz russe, et puis elles n'ont aucun goût, et puis le rapport nutritionnel, on le sait, est quand même moins bon que certaines variétés anciennes qu'on pourrait avoir, et donc voilà, il y a aussi ce défi de, même si les variétés anciennes ne sont pas aussi productives, de réussir à les conserver parce que c'est notre patrimoine et que elles ont aussi certaines, parfois des avantages par rapport à la résilience quand on cultive la diversité plutôt que des grandes monocultures avec des espèces uniques qui ont été sélectionnées. Voilà. Merci beaucoup, Mathis. Si je résume, donc d'une part, tu as la méfiance par rapport à l'agro-business et par rapport aux semences qu'elles peuvent produire, et l'intérêt de ces semences, l'intérêt finalement de faire en sorte de nous nourrir mieux et plus durablement. Et la deuxième inquiétude finalement que tu as, c'est de dire que peut-être que cette sélection variétale, finalement, au lieu d'augmenter la gamme des différentes productions, ou en tout cas des variétés produites, eh bien, fait que finalement on se retrouve avec des aliments qui sont tous pareils. C'est ça. OK. Merci. Alors, je vois plein de mains levées pour réagir. On va donner la parole à Christophe, à quelqu'un du côté de l'agriculture, puis après Alain, puis ensuite Nathalie. On va faire ça dans cet ordre-là, si vous êtes d'accord. Donc, Christophe. Ce qui me gêne, c'est qu'à peu près tout ce qui a été dit est un peu faux. Je viens de vérifier, il y a par exemple au catalogue des inscriptions des variétés en France, il y a 520 variétés de tomates inscrites. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a très peu d'inscrites. Je pourrais donner le lien s'il y a besoin. Il y a 520 variétés de tomates inscrites. Donc, en fin de compte, le problème, il n'est pas dans l'inscription des semences, c'est derrière, c'est-à-dire quelles semences on utilise. C'est-à-dire que, oui, en fin de compte, on a pléthore. C'est pareil en blé, je viens de vérifier. Donc, c'est 993 variétés de blé. En fin de compte, on ne va pas utiliser 993 variétés de blé. On va prendre les plus performantes, celles qui correspondent à des besoins spécifiques. Donc, en fin de compte, le problème de la diversité, il n'est pas au niveau de la sélection, il est plus au niveau derrière de l'utilisation. Et là, en fin de compte, on ne peut pas faire porter au système de la sélection, en fin de compte, un problème qui n'est pas lié directement à la sélection. En gros, la sélection, elle va créer les variétés qu'on lui demande. Et sachant que ça met du temps aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les variétés qu'on crée aujourd'hui, là, par exemple, Anne, elle pourra certainement parler. En fin de compte, ce qu'elle crée aujourd'hui, c'est les variétés qui vont sortir dans 10-15 ans. Donc, il faut qu'elle réponde aujourd'hui aux besoins qu'elle présume dans 10-15 ans. Bon, ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, expliquer que les variétés sont dépendantes des pesticides. En fin de compte, il y a des études, je pourrais aussi donner les liens, et même on voit aujourd'hui dans les inscriptions, par exemple en blé, progressivement, les tolérances aux maladies, type rouille, etc., augmentent au fur et à mesure. Je vais prendre un autre exemple, qui était dans le reportage, c'est Alexis qui en parlait par rapport à la betterave sucrière. Il y a 30 ans, il y a eu un virus qui posait problème. La génétique a permis, plutôt que d'utiliser des phytosanitaires, en fin de compte, de développer des tolérances, des variétés tolérantes. Alors là, ça s'est fait par croisement. Le but, ça serait demain, avec les NBT, de pouvoir amener ces tolérances beaucoup plus facilement. Donc, dans le discours précédent de Mathis, il y a beaucoup de choses qui sont racontées en permanence et qui ne sont pas réelles. Un autre point, par exemple, par rapport aux OGM, parce que là, aujourd'hui, on parle des NBT. Les NBT, c'est des mutants. Il faut savoir qu'en fin de compte, tout le monde a mangé déjà des mutants
Alors aujourd'hui, les NBT, c'est très précis, mais avant, on faisait des mutations aléatoires. C'est-à-dire que, par exemple, une espèce comme le pamplemousse rose est issue de mutagénèse. En fin de compte, on a mis des plantes dans ce qu'on appelle. Enfin, en gros, on a provoqué des mutations en irradiant des plantes. Et derrière, en fin de compte, on a réussi à obtenir des fruits beaucoup plus gros, beaucoup plus sucrés. Et donc, tout ça, c'est des processus qui existent depuis très longtemps. Enfin, la mutagénèse, ça s'entend. Et tout le monde l'utilise. Et à un moment, on a voulu faire peur. C'est un peu compréhensible. Mais voilà, quoi. Il y a un peu de marketing derrière Est-ce que aussi. je peux me permettre d'intervenir, Christophe? En quelques phrases, vous avez prononcé le mot de mutant, le mot d'irradiation. Oui, alors Comment voulez-vous que le citoyen qui essaye d'avoir un avis forgé sur les semences se dise il n'y a aucun risque? Il entend parler. Est-ce que vous avez déjà mangé un pamplemousse rose? Non, mais, vous avez déjà mangé un pamplemousse et voilà, si vous le dites comme ça va passer. Si vous nous parlez de mutants et d'irradiation. Je vous ai expliqué, je vous ai dit pamplemousse rose. Est-ce que vous avez déjà mangé un pamplemousse rose? Oui. Bon, le pamplemousse rose, le pommelot de Corse AOC, en fin de compte, la variété, c'est Star Ruby. Elle a été obtenue, en fin de compte, en modifiant la semence. Mais il y a plein de. Et ça, je l'entends pas. Variétés qui sont. Non, je veux pas vous embêter. Enfin, bon. Oui, non, mais je comprends bien. Mais en fin de compte, à un moment, on a voulu faire. Enfin, on fait peur, alors que c'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps. Enfin, je vous dis, la première publication sur la mutagénèse, elle a 100 ans. Donc, en fin de compte, ça fait 100 ans qu'on travaille là-dessus. Comment, en fin de compte. Moi, je suis convaincue de ce que vous dites. Donc, simplement, je souligne le fait de la façon dont vous le dites. Oui, non, excusez-moi. Aux gens qui ne sont pas convaincus. Non, mais je comprends. Mais parce qu'en fin de compte, on ne peut pas à la fois dire il n'y a pas cette diversité et derrière ne pas vouloir aussi des outils qui permettent d'augmenter cette diversité. Oui, mais là encore, Christophe, il faut que le consommateur soit pleinement convaincu que les outils que vous utilisez augmentent la diversité. Or, ce que vient de nous dire Mathis, c'est que lui, il était convaincu du contraire. Et s'il est convaincu du contraire, ça veut dire qu'il y a eu un défaut de communication entre, entre vous qui êtes convaincus et qui savez par votre travail que vous accroissez la diversité des produits offerts à l'agriculture et le consommateur. Il y a un problème, il y a eu une rupture d'information, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et je ne mets pas du tout en doute ce que vous dites. Je dis juste que ce que les gens entendent, ce n'est pas ça. Voilà. Non, mais c'est un gros problème, on est bien d'accord. Mais après, enfin voilà. Donc, voilà, et même dans le discours, regardez, tout à l'heure, vous parliez dans le reportage, à la fin, il y a un collègue qui expliquait qu'en fin de compte, les OGM tolérants à la sécheresse, ça n'existe pas, ils ne sont jamais sortis, mais c'est totalement faux. Enfin, vous demanderez à Anne Tissot, sa société de semences, en fin de compte, elle a une filiale en Argentine, ils ont sorti un blé et un blé tolérant à la sécheresse, OGM, là-bas. Donc, ça répond demain aux enjeux et c'est quasiment inconnu. Et vous voyez bien que dans le discours, la personne, elle a dit, en fin de compte, ces OGM tolérants à la sécheresse n'existent pas, ce qui est faux. Ils n'existent pas en France, mais bon. Ils n'existent pas en France, mais dans le monde, ils existent. Oui. On va donner la parole maintenant à Alain. Moi ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, on dit que le consommateur veut des choses, mais il faut le démontrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus les industriels qui créent des besoins et qui essaient d'intéresser les consommateurs en leur disant ça va vous plaire. Le pommelos rose, il serait resté jaune, il serait resté aussi bon. Je pense que personne se serait plaint. Donc globalement, mettre de l'irradiation pour qu'il devienne rose, il faudra démontrer à quoi ça sert. Donc en fait, est-ce que de façon naturelle,
par des croisements naturels, parce qu'on parle de semences et puis on mélange à la fois des semences qui sont modifiées par des technologies avec des petits sécateurs qui viennent couper des chromosomes. Mais il y a aussi de la recherche naturelle. On a dit qu'il y avait beaucoup de variétés, c'est un plus. Et dans ces variétés, il y en a qui sont plus ou moins adaptées à des situations. Donc en fait, le fait de rechercher les meilleurs déjà sans aller plus loin, c'est déjà un progrès. Et ensuite faire des croisements pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais tout ça, ça se passe de façon naturelle. C'est la nature qui aide à cette voie-là. Donc moi, je pense que dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, un des mots les plus importants, c'est adaptation. Je pense qu'on peut raconter des tas de choses sur on va ralentir la montée de la température. Moi, personnellement, je pense qu'on peut toujours le raconter, mais dans quelques centaines d'années, on verra qu'on n'a pas fait grand-chose, mais on se sera adapté. On s'adaptera en allant chercher des semences qui sont meilleures, qui répondent mieux à des maladies, qui répondent mieux aux augmentations de température, à des sécheresses, à moins d'eau, tout ça, mais faisons-le de façon le plus naturelle possible. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'artillerie lourde, sachant que l'opinion publique française est contre, et je trouve qu'elle a raison d'être contre, puisqu'en fait, aucune démonstration claire n'a été donnée jusqu'à maintenant pour qu'on ait confiance dans les OGM. Donc, tant qu'on n'aura pas confiance, le débat, il a même pas... on arrête là, en fait. On part sur des bases qui sont sérieuses, et si on arrive à démontrer que les OGM, ça tient la route, mais il faut le démontrer. Pour l'instant, il y a des gens qui croient, et il y a des gens qui ne croient pas. Moi, sincèrement, la tomate carrée qui aura toutes les qualités, puis qui aura plus de protéines et tout ça, c'est vraiment une invention de scientifiques, de gens qui veulent gagner de l'argent. Alors, c'est ça le problème. En fait, Mathis a insisté sur le point essentiel, c'est qu'en fait, tout ce dont on nous parle actuellement, c'est on veut faire des semences, parce que ces semences, dans l'avenir, est-ce que elles se reproduiront elles-mêmes, c'est-à-dire un agriculteur va acheter un lot de semences et après il viendra plus voir, ou alors tous les ans il sera obligé de racheter, parce que ça c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on rend l'agriculteur prisonnier de quelqu'un qui va le dominer tout le temps, qui va lui dire moi j'ai la semence la meilleure, je vous en donne une autre, et les prix vont s'envoler bien évidemment, et là on rentre dans une course qui est une course complètement pilotée par l'économie. Moi ça me paraît assez détestable. Merci beaucoup Alain, ça a le mérite d'être très clair. Nathalie, tu voulais parler? Je voulais vite fait rappeler que la sélection, elle existe depuis la préhistoire. On a toujours sélectionné et choisi les plantes que l'on préférait parce qu'elles étaient plus belles, plus résistantes. Et puis forcément, depuis la préhistoire, on a fait des progrès scientifiques et aujourd'hui, on connaît bien le génome des plantes comme on connaît bien notre génome également, de mieux en mieux, pas bien, de mieux en mieux. On sait notamment que le blé a un génome qui est 5 fois plus important que le nôtre, donc pour vous montrer la complexité des choses. Et donc, Anne expliquera son métier, mais le métier a forcément évolué et on continue le travail au champ, on continue l'observation des plantes au champ, mais on s'aide également de ce qu'on peut observer dans les laboratoires pour bien comprendre quels gènes rentrent en action sur, par exemple, la sécheresse, la tolérance. Donc, c'est ça, en fait, c'est le progrès scientifique qui fait qu'on avance, hein, on connaît mieux les plantes. Deuxième aspect, c'était l'aspect OGM. L'OGM, c'est issu de la transgénèse. Donc, comme c'était expliqué dans le film, c'est vraiment un gène d'une plante extérieure qu'on introduit dans une nouvelle plante. Là, maintenant, on connaît encore mieux les génomes et on n'a plus besoin de ça. On va directement sur les génomes de la plante, observer ce qui se passe et voir comment on peut aller gagner 10 ans sur l'amélioration à la sécheresse, à la tolérance aux maladies. Donc, c'est un progrès, en fait. C'est un progrès. Mais en effet, on peut se poser des questions et puis on peut mettre des garde-fous parce que pour n'importe quelle technique, il faut des garde-fous, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a une réglementation et c'est pour ça qu'on est protégés les uns les autres par la réglementation. Et deuxième point qu'a évoqué Mathis, je voulais rappeler, Mathis, que au niveau des entreprises de sélection, plus de 90% des entreprises de sélection, ce sont des PME, TPE. Les entreprises de sélection, il y en a très peu. On a des idées reçues sur les multinationales, mais elles représentent très peu en fait. Et donc, elles sont pas si nombreuses que ça.
Et puis en plus de ça, si on prend l'exemple, j'avais ressorti là entre-temps les chiffres du blé. Concernant le blé tendre, par exemple, les multinationales que tu citais tout à l'heure, Mathis, c'est 14% du marché des céréales. Et elles sont 1, 2, 3, 5 entreprises. Donc, la sélection française, c'est des PME, TPE, essentiellement, en fait. Là aussi, je me permets d'intervenir parce que c'est une information extrêmement importante pour générer de la confiance vis-à-vis du citoyen et du consommateur, de savoir que finalement, on ne confie pas la sélection variétale à des grosses entreprises. Enfin, il y a un film qui a fait très mal, hein, c'est le dernier film sur je ne sais plus comment il s'appelle. Goliath. Voilà, Goliath. C'est vrai que là, ce film campe le décor en disant les grosses multinationales qui dominent le marché des phytosanitaires sont en général mentent et sont vraiment pas on peut pas leur faire confiance. Là, ce qu'on est en train d'apprendre finalement, c'est que la sélection variétale est plutôt confiée à des petites entreprises qui vont peut-être pas avoir, ou certainement pas avoir les mêmes moyens, les mêmes relations et les mêmes moyens aux consommateurs, aux politiques et à leur marché que des grosses multinationales. Je pense que c'est une information importante. Et c'est une question de moyens en fait aussi. Hein. C'est une question de moyens. On va lui donner la parole, mais en tout cas, pour moi, c'est une information qui est à mettre en avant dans vos communications aussi, parce que ça, moi, je l'ignorais totalement. Et là, tu me dis 14% sur les céréales, il y a peut-être sur les fruits et légumes, c'est peut-être. Mais de manière générale, il y a plus de 93% de TPE, PME. D'accord, ok. Bon. Est-ce que vous le saviez, Alain et Mathis, est-ce que vous saviez, et Lorraine, est-ce que vous saviez que c'était surtout des PME et des TPE? C'est sur 200 ce pourcentage. Elles sont à peu près 200, un peu plus de 200. Pour moi, l'argumentaire n'est pas bon parce qu'en fait, il y a des tas de choses qui se passent dans des startups, mais le gain d'argent, il est que lorsque la start-up qui a trouvé l'idée géniale, elle se fait récupérer par les grands groupes. Avec globalement, la start-up, elle est là pour initier un sujet. Il peut y en avoir des multitudes, et il y en a des multitudes, et c'est très très bien, c'est une façon d'apprendre. Mais ça ne coupe pas du tout le lien avec les intérêts financiers qui vont récupérer la bonne idée de la start-up qui sera la meilleure et qui vont avec ça se faire des milliards de milliards. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas du tout dire, c'est pas parce que ça démarre dans des start-up que c'est bien. C'est pas bien. C'est pareil. Non, on ne parle pas des start-up, on parle des petites entreprises. C'est des entreprises familiales, c'est des PME. Enfin, ça ne donne pas de virginité particulière à la démarche. On entend ça. D'accord. Mathis, tu vas dans le même sens ou tu veux réagir Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une information que je n'avais pas forcément, mais je suis vraiment preneur de toute documentation ou toute étude sur ce sujet. Je ne sais pas. Du coup, quand vous dites que la majorité, c'est des PME, c'est à quelle étape? C'est sur toutes les étapes ou seulement sur la reproduction ou sur la sélection? C'est sur quelle étape? La sélection. Ok. Je veux bien, si vous avez de la documentation, je ne sais pas trop quoi, je veux bien là-dessus. Comme après, il se peut aussi que ce soit des groupements. Enfin, je ne sais pas si ça s'organise comme ça, mais que ce soit des... C'est des entreprises familiales. Mais je ne sais pas si elles dépendent peut-être de grands groupes qui leur passent des commandes. Et je ne connais pas du tout la structuration de la filière pour savoir ça. Donc, si vous avez de la documentation, je suis preneur. Okay. En tout cas, ce qui est intéressant là encore, c'est que même si on n'est pas documenté, on ne sait pas, on n'a pas d'études, l'image qu'on a, comme c'est un volet très scientifique, très nouvelle technologie, c'est que c'est plutôt dominé par les grands groupes à qui on ne fait pas confiance. Je résume, hein, voilà. Alors, j'ai des mains levées. Anne. Bon, du coup, j'ai essayé de répondre. J'ai renoté quelques points. Donc, moi, je travaille dans une société de semences qui est une PME, qui appartient à des vraies personnes, pas des actionnaires. Donc, ma direction est vraiment les messieurs prêts, donc comme quoi ça existe.
c'est quand même plutôt heureux. Les gens qui travaillent chez nous, c'est en effet, il y a un laboratoire de recherche, des gens qui sont, en effet, comme on l'imagine, en blouse blanche. Mais la majorité des gens, c'est des gens de technique sur le terrain. Un petit reportage de monsieur qui disait que les variétés de demain allaient sortir d'un laboratoire, bah, pas du tout. Pour faire une nouvelle variété, ça commence à croisement, c'est-à-dire qu'on met pousser deux variétés, on les croise manuellement, donc des équipes techniques qui sont dans les serres et qui vont faire ça manuellement, c'est pas du tout chimique, il y a absolument rien de farfelu là-dedans. Et toutes les variétés passent d'abord par cette étape-là, voilà, pour les céréales. Et ensuite, en effet, on essaye de les accélérer, pas du tout non plus de produits chimiques, plutôt dans des serres, accélérer le cycle, parce qu'il faut répondre vite aux attentes des agriculteurs et des consommateurs. Parce qu'en effet, il faut 10 ans pour faire une variété, donc on essaye de raccourcir ce temps avec les outils de technologie qu'on a actuellement, simplement. Et ensuite, on met dans l'environnement, c'est-à-dire dans les champs, et les sélectionneurs vont sur le terrain juger, les noter pour évaluer la génétique dans un environnement. Donc, voilà. Donc ça, c'est la réalité du métier de sélectionneur. Alors, en effet, on travaille pour une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent. C'est un peu normal que tous, on s'est salariés quelque part et on travaille pour vivre. J'avoue que moi, ça ne me choque pas que voilà, mon entreprise cherche à gagner de l'argent. Mais avant tout, elle investit cet argent dans des gens, dans des techniques pour recréer une variété et de répondre à l'attente. Voilà. Et pas investir genre quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas l'impression que ça correspond tout à fait à l'image que j'ai vendue au départ. Voilà ce que je peux dire de cette partie-là. Et ensuite, que ce qu'on a fait, en général, c'était pour répondre à des attentes. En effet, d'industriel, mais aussi du consommateur. Enfin, il y a eu la belle époque de la baguette blanche à toute heure de la journée, qui était du pain surgelé. Maintenant, on prend une tradition, voilà. Mais c'est le consommateur qui a changé. Il y a un temps, on voulait tous sortir de notre travail, aller chercher une baguette blanche pâtée. Et donc, nous, on a fait des variétés à ça, à cette demande-là. Maintenant, c'est tout le contraire. Ouais. Donc, on ne fait que s'adapter à la demande. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant qui donne une image, oui, un peu différente de celle même qu'on a pu voir dans le film tout à l'heure. Séverine voulait intervenir. Oui, alors moi, je vais compléter ce que disait Anne. Donc, moi, je fais partie des multinationales. Mais pareil, nous, on a des équipes de sélectionneurs, on a des centres de recherche. On a le centre de recherche à Blois sur la sélection du colza, par exemple. Donc, c'est des gens, comme a décrit Anne, c'est des gens passionnés. Et aujourd'hui, ils regardent les enjeux que doivent répondre les cultures et essayer comment y répondre. Voilà, donc les enjeux, c'est à la fois pour les agriculteurs et pour le consommateur, puisque c'est surtout les filières aval. Aujourd'hui, on va travailler par exemple sur les qualités d'huile. Voilà, il y a d'autres cultures où, par exemple, on a un plan protéines, donc c'est comment répondre à ces enjeux-là. Il y a le réchauffement climatique, etc. L'important et la difficulté en agriculture aussi dans ces travaux-là, ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut qu'on anticipe, c'est-à-dire que la recherche dure longtemps et qu'il faut qu'on s'adapte. Et c'est pour ça que les méthodes aussi permettent d'accélérer les choses. Et il y a une autre chose qui n'a pas été dit, mais moi j'aime bien prendre l'exemple en plus du pamplemousse, c'est qu'on mange aussi des choses qu'on a entièrement créées. Par exemple, le brocoli, en naturel, il n'existe pas. Et voilà, et aujourd'hui, la génétique et choses comme ça, en dehors de l'agriculture, que ce soit en médicaments et choses comme ça existe aussi, ça permet des accélérations. Et quelle que soit l'origine, que ce soit la multinationale ou autre, bien sûr, les entreprises, elles investissent. Nous, on investit tous les jours des millions d'euros en R&D. Et en fait, aujourd'hui, ça permet aussi une partie de l'argent, ça permet de réinvestir dans la R&D. Donc, en fait, chacun, que ce soit, aujourd'hui dans le progrès, que ce soit en termes de médicaments et d'autres choses, finalement, il faut bien qu'une entreprise aussi investisse et qu'on aide à trouver. Voilà, donc moi, ce qui me choque un peu plus, c'est le clivage, que ce soit toujours les multinationales qui trouvent.
ou d'autres entreprises, chacun veut évidemment gagner de l'argent, mais il y a un investissement aussi, ce qu'on oublie, c'est l'investissement que mettent ces entreprises tous les jours dans la R&D. Et les gens qui cherchent ne sont pas des gens blouse blanche, c'est des passionnés. Et vraiment, chez nous, j'adore aller au centre de recherche parce que c'est toujours des passions. Ils nous expliquent, on va dans les champs, on voit comment ils sélectionnent. Et voilà, moi, j'apprends vraiment tous les jours là-dessus. Merci beaucoup, Séverine. Et sur cette recherche en R&D, je pense qu'il faut peut-être avoir en tête aussi l'exemple du vaccin. C'est vrai que on n'a pas réussi en France à produire un vaccin. Alors, on peut s'en féliciter comme on peut aussi se dire que voilà, c'est quand même bien dommage. En tout cas, c'est vrai qu'il est important que une partie des recherches soit réinvestie en R&D si on veut pouvoir combattre les maladies, les virus, à la fois des hommes et des plantes. Enfin, alors, j'ai Mathis et Alain qui lèvent la parole, mais je n'ai pas encore entendu Emmanuel et Lorraine. Est-ce que Emmanuel ou Lorraine, vous voudriez dire un mot avant que je fasse tourner la parole à nouveau? Non, mais moi, je veux juste rebondir sur ce qu'avait dit Nadège, je crois. Sur le fait que, non, moi, j'étais un petit peu comme Alain et Mathis. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit, pour la majorité, les multinationales, en fait, qui produisent. Et du coup, finalement, on se rend compte que, pas tant. Donc, non. Voilà, c'est juste sur ça, en fait, que je voulais rebondir. Du fait que, en fait, on ne le sait pas. On part sur des fausses idées, et du coup, on se fait des idées comme ça. Et c'est peut-être sur ça aussi qu'il faudrait communiquer pour changer justement l'idée que le consommateur peut avoir en fait. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Emmanuel, est-ce que vous voulez intervenir? Alors moi, je suis bien content de ne pas travailler dans la tomate parce que je me dis que produire des tomates en plein hiver pour répondre aux attentes du consommateur, c'est quand même un beau défi, un beau pari pour les gens qui veulent manger les tomates au mois de décembre et échanger de la choucroute ou des pommes de terre. Sur le ton de la boutade, ce que je veux dire par là, c'est dans notre quotidien de professionnel, on oriente et on est à l'écoute de ce que veulent les consommateurs. Après, dans les cahiers des charges, dans ce que veulent les intervenants qui vont commercialiser, il faut aussi faire attention. Mais ma propre expérience sur les céréales a été, il y a quelques années, en Beauce, de retravailler avec des variétés d'orge de brasserie des années 50, que je n'ai jamais connues, mais qu'on a remis dans les essais. La photo au drone au mois de juin, lors du passage d'un orage, voilà, comme il peut arriver des orages quand les chaleurs montent comme ça cette période, a montré ces deux variétés anciennes, donc des old variety, sur lesquelles on pourrait raconter tout un tas de choses gustatives quand on déguste de la bière qui serait faite avec ces variétés-là. Une belle histoire à raconter. Ces deux variétés-là, elles étaient complètement par terre. Donc, qui dit par terre dit dégradation de la qualité, dit complexité à récolter pour l'agriculteur. Voilà, dit que, en 50 ans, j'ai été content de voir que grâce alors, on va parler breeders si on veut faire peur, on va dire des gens qui travaillent avec passion, comme l'a expliqué Anne tout à l'heure, et qui sélectionnent, qui choisissent l'individu qui se comporte le mieux par rapport à tout un tas d'autres qui sont évalués une année, m'ont donné toute satisfaction en me disant, en 50 ans, grâce à ces gens-là, on a des variétés qui tiennent debout. Et mon quotidien, c'est de voir ces variétés-là, de retenir les meilleures, sur lesquelles on met moins d'intrants, que ce soit l'azote, avec les problématiques qu'on a actuellement, c'est important, qui s'acclimatent davantage aux aléas climatiques que l'on connaît, aux montées de maladies, aux problématiques de ravageurs, parce qu'on a des insectes qui posent souci d'année en année avec le réchauffement climatique. Et donc, tout ce travail-là qui est fait grâce à des gens qu'encadre Anne, par exemple, c'est aussi mon job de regarder ça de près. Et je pense que ça va plutôt dans le bon côté des choses, dans l'évolution de ce qu'on propose après aux producteurs, aux agriculteurs, à qui on pense, parce qu'il faut quand même qu'ils aient quelque chose qui tienne la route avec les défis de demain et puis qui corresponde aux attentes des consommateurs et de la société. C'est tout. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage sur ces deux cultures anciennes qui finalement ont eu bien du mal à résister à un seul orage.
Et ça va nous amener, je vais donner la parole aux 3 mains levées, mais après, j'aimerais, sur le temps qui nous reste, qu'on puisse vraiment faire le lien avec le réchauffement climatique. Je pense que là, pour le moment, on a parlé surtout des semences en elles-mêmes. J'aimerais bien qu'on ait une perspective un petit peu par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, avant de commencer, je donne la parole aux 3 mains levées. On a Mathis, Alain et Nathalie. Allez, Mathis. Ouais, mais je vais revenir sur quelque chose que je n'avais pas développé, mais que Alain a commencé à développer, c'est le fait que les semences ne sont pas reproductibles. Enfin, je crois que la plupart des semences industrielles ne sont pas reproductibles, c'est-à-dire que l'agriculteur les achète une année et il en rachète l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, alors que on va dire que dans l'histoire, l'agriculteur justement récupérait ses graines et les ressemait l'année d'après. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans un phénomène où l'agriculteur il est dépendant de l'industriel pour faire pour ses récoltes, pour son travail. Et on se retrouve du coup aussi du coup, avec cette histoire je pense qu'il y a le dépôt dans le catalogue officiel, etc. Et des variétés qui sont spécifiques à certaines entreprises. Et donc, on se retrouve vraiment dans un phénomène où le vivant, il est privatisé. Donc, il est vraiment privatisé pour que des entreprises fassent du profit. Et je trouve que si on travaille ça d'une façon philosophique, enfin, si on pense ça en dehors des considérations économiques, des considérations de productivité ou de résistance au réchauffement climatique, je trouve que c'est très limite. Je trouve même ça quasiment inacceptable que le vivant soit privatisé par des entreprises et que finalement les agriculteurs soient dépendants de ce système-là pour cultiver. Donc voilà, c'est aussi une discussion que j'aimerais engager peut-être avec les personnes qui travaillent dans la filière sur le fait que ces semences ne sont pas reproductibles et donc qu'il y ait cette privatisation. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Christophe parce que je pense que là-dessus, et puis on donnera la parole ensuite à Alain, à moins qu'Alain, ça soit exactement le même, sur le même sujet. On peut donner la parole à Christophe. Ok, allez, Christophe. Alors, déjà, l'histoire de la reproduction, ça concerne plutôt les systèmes hybrides. C'est-à-dire que, par exemple, un du blé, je peux le ressemer d'une année sur l'autre, ce n'est pas un souci. Il y a d'autres espèces où, en fin de compte, l'effet hybride fait que c'est plus intéressant de semer des hybrides que des lignées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, des lignées et des hybrides. Des lignées, c'est-à-dire on renouvelle d'année en année, et alors que des hybrides, en fin de compte, on croise une année donnée de 2 parents qui sont fortement distincts et on obtient des semences qu'on va semer. Et le souci l'année suivante, c'est qu'en fin de compte, comme ça se recroise, et donc en fin de compte, on a une hétérogénéité dans la population. Et moi, en tant qu'agriculteur, par exemple, si je sème du maïs, je n'ai pas envie d'avoir des petits pieds, des grands pieds, des pieds qui présentent des risques par rapport à des maladies, etc. Je veux une variété relativement homogène. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, le fait que je serais soi-disant, en fin de compte, sous les coupelles, un semencier, en gros, je dois travailler avec entre 15, je dois avoir une quinzaine de semenciers avec qui je travaille sur mon exploitation. Donc, semenciers différents. Je vois en blé, j'utilise 10 variétés différentes. Et tous les ans, en fin de compte, s'il y a une variété qui ne me plaît pas, j'en change. Je veux dire, en gros, je n'ai pas un abonnement. C'est comme si, en gros, vous aviez. Oui. Je vous arrête parce que je pense que Mathis ne voulait pas dire ça, que vous travaillez avec différents semenciers et que vous ne soyez pas sous la coupe d'un seul. Très bien, mais ce que je crois qu'il voulait dire, c'est que vous êtes obligé de passer par un semencier pour ressemer. Pour refaire des cultures l'année suivante. C'est ça, Mathis? Exactement, c'est ça. C'est dépendant d'un système plus qu'un semencier précis. Oui, non, mais si par exemple, je choisis de semer des hybrides, c'est parce que j'y trouve un intérêt. Sinon, je ne le ferai pas. À un moment, il faut… Okay. C'est un peu violent pour un agriculteur de… Excusez-moi, je reformule pour tous ceux qui nous entendent. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, si vous passez par des semenciers, c'est parce que vous avez l'assurance avec eux que ce que vous allez semer poussera de la manière dont vous le voulez, au moment où vous le voulez, et que ça sera vraiment conforme à ce que vous attendez de la récolte. Alors que si c'est vous qui ressemez vos grains, à ce moment-là, vous risquez
à force, peut-être pas l'année suivante, mais l'année d'après ou l'année d'après, de finalement avoir une récolte très hétérogène. C'est ça? On va prendre deux espèces différentes. C'est-à-dire le blé, en fin de compte, je peux très bien récolter mon grain d'une variété une année donnée et le ressemer l'année suivante, ça, ce n'est pas un problème. Personnellement, je ne le fais pas parce que je suis dans une région humide où je ne suis pas sûr toujours de récolter en bonnes conditions. Donc, personnellement, je préfère commander mes semences, mais j'ai des collègues, même des voisins, qui en fin de compte, prennent les semences d'une année pour les ressemer l'année suivante. Ça, ce n'est pas un souci. Il y a tout un système, parce que c'est logique aussi que les gens qui créent des variétés, à un moment, enfin, puissent bénéficier en fin de compte de leur travail de recherche. Enfin, il n'y a personne qui fait de la recherche gratuitement. Donc, il y a tout un système qui est en place pour en fin de compte rémunérer cette recherche. Ça, c'est un premier point. Donc, le blé, je peux ressemer d'une année sur l'autre. Et si jamais j'ai une variété qui ne m'intéresse pas, je peux très bien en changer l'année suivante en rachetant des nouvelles semences. Enfin, moi, j'ai des variétés. S'il y a une amélioration avec une nouvelle variété par rapport à une ancienne qui m'a déçu parce que y a les maladies qui changent aussi. Il y a une variété qui était résistante à une maladie. La maladie, elle mute. On l'a vu avec le Covid, hein, ça mute. Et ben, l'année suivante, elle n'est plus tout à fait tolérante. Ben, je préfère prendre une variété plus tolérante aux maladies que celle qui risque d'attraper la maladie. Donc ça c'est pour tous les systèmes des lignées. Après, il y a tous les systèmes des hybrides ou des semences très particulières. Je produis de la betterave sucrière. C'est impossible, en fin de compte, d'utiliser de la graine nue. Enfin, c'est impossible. En gros, avant, on le faisait. En fin de compte, il fallait utiliser une binette pour enlever en gros quasiment 90% des plantes pour garder que les plantes qui nous intéressaient. Aujourd'hui, on met une semence, normalement, ça donnera une betterave à la fin. Les hybrides, si on sème, les hybrides dans le cas du maïs, c'est bien parce qu'en fin de compte, le rendement, là où avec une lignée en maïs, je vais faire peut-être 8-10 tonnes de matière sèche, je peux monter à 15-20 tonnes de matière sèche avec un hybride. Enfin, je veux dire, si je choisis de travailler avec des semenciers, avec des hybrides, c'est parce que j'ai un retour sur investissement. Enfin, je ne vois pas l'intérêt personnellement de devoir semer 2 fois plus de surface pour avoir la même récolte. Merci beaucoup, Christophe. Je crois que là, la réponse est très claire. Merci bien. Alors, Anne a levé la main et on va donner la parole à Alain. Et puis ensuite, on donnera à Nathalie et Anne. Alain. Oui, pour revenir un petit peu sur la question que tu as posée, Florence, sur le lien avec le réchauffement climatique. Oui, merci. C'est un thème extrêmement intéressant, important, dans lequel moi j'ai compris une idée qui paraît partagée par beaucoup, qui est de s'inspirer des technologies de la nature, c'est-à-dire en s'inspirant de la nature. Eh bien, moi, dans les semences, tout ce qui s'inspirera de la nature, c'est-à-dire qui se fera par des croisements naturels, par des recherches sur des variétés existantes, en allant chercher les meilleures qui résistent à la sécheresse, qui ont besoin de moins d'eau, qui ont besoin de moins d'intrants, toute cette recherche expérimentale, mais qui est vraiment quasiment il suffit d'avoir la banque des semences. Il suffit de faire ce que vous faites, les agriculteurs semenciers, faire des essais et trouver les espèces qui sont les bonnes. Et là, ça part de la nature, et normalement, la nature, elle a une certaine caractéristique, c'est quand même de reproduire des descendances qui ressemblent. C'est pas tout à fait, il n'y a pas le potentiel total, mais il y a quand même une grosse partie du potentiel. Ça, c'est une voie. Et cette voie-là, elle est très très différente de la voie des OGM. Donc, on ne peut pas, dans un même débat, mélanger tout ça. Moi, autant sur les OGM, il faut des éléments de démonstration, il faut un débat de fond de société disant si est-ce qu'il est acceptable d'aller couper des morceaux de chromosomes pour mettre et on donne la responsabilité à qui? Est-ce que tous les gens, est-ce qu'il n'y a pas des fous qui sont dans enfin, les centres de recherche sont, effectivement, il y a des gens bien partout, mais globalement, ce sont des technologies qui posent problème. On s'est posé des questions au moment du vaccin, les questions qu'on s'est posées, elles étaient fondées. Alors, on a fait un petit peu, on a fait un pari, on a accepté d'y aller parce qu'on n'avait pas d'autre solution, mais il y a eu une réflexion assez générale. Là, sur les OGM, en France, actuellement, moi, j'attends de voir que le débat reparte, et si après un débat approfondi, on dit oui, ok, on a tous compris, on peut y aller. Moi, pour l'instant, je pense que c'est pas le cas.
pour l'instant. Par contre, les croisements de variétés, les recherches de celles qui résistent bien, alors ça, c'est de la belle expérimentation. Et là, on s'inspire de la nature. Et là, on ne rend pas l'agriculteur dépendant de ceux qui produisent des semences. Parce que ça, c'est fondamental. On peut essayer de le cacher si on veut, mais ça, c'est strictement pour faire du profit, voilà, c'est tout. Mais gagner de l'argent, c'est pas malhonnête. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Merci beaucoup, Alain. Merci bien. Nathalie voulait intervenir. Ouais, je vais essayer d'être brève. Concernant la sélection, on l'a fait à partir du patrimoine génétique existant, hein, à partir de variétés anciennes. On ne crée pas de gènes, hein, on travaille déjà avec l'existant qu'on croise. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. La sélection, c'est ça, hein, c'est utiliser l'existant et le croiser pour obtenir dans une même plante les caractéristiques attendues. Donc il y a déjà ce point-là. Et puis après, il y avait l'histoire du catalogue officiel. Alors, le catalogue officiel, c'est le catalogue des cartes d'identité. En fait, quand on achète une semence, visuellement, quand on regarde le sachet et la semence qu'on a achetée, on ne peut pas être sûr de la qualité que l'on a achetée. Aussi bien au niveau de la germination, au niveau de la qualité sanitaire, mais non plus au niveau de la variété. C'est pas parce qu'on a acheté tel type de variété qu'on est sûr de... Donc, toutes les variétés doivent être décrites et mises dans ce catalogue. Et c'est la carte d'identité de la variété, ce qui permet après que les gens qui font ces semences soient contrôlés, qu'on vérifie bien que quand il vend à un jardinier amateur ou un agriculteur telle variété, c'est bien la variété en question qui est dans le sachet en fait. Donc voilà, le catalogue, c'est par rapport à la réglementation générale qui protège le consommateur et qui protège les commerçants de concurrence déloyale. Donc, c'est une protection, quoi. Ça, c'est la réglementation publique. Après, il y a la réglementation de droit privé. Le sélectionneur, il met 10-15 ans à sélectionner une variété. Il demande à avoir un retour sur investissement, des espèces de droits d'auteur, et il peut décider de protéger sa variété. Et alors là, c'est ce qu'on appelle en France et en Europe un certificat d'obtention végétale. Il protège sa variété, mais n'importe qui peut l'utiliser à des fins de sélection. Donc, ce n'est pas un brevet. Donc voilà, il y a bien la réglementation publique, la réglementation sur le commerce des semences, hein, pas sur l'utilisation, sur le commerce des semences. Et après, il y a la réglementation de droit privé. Il y avait ce point-là. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Nathalie. C'est beaucoup plus clair sur... Les hybrides, je voulais dire, c'était Dame Nature qui faisait que quand on croise deux plantes, la génération suivante, tous les individus sont identiques et que si on ressème, on aura toujours des plantes, mais on n'aura pas la variété de départ. Et quand Christophe achète un hybride, il veut telle variété. S'il la ressème l'année suivante, il n'aura plus la variété de départ, il aura les parents, il aura un retour aux parents. Donc c'est Dame Nature qui a fait ça comme ça en fait. Mais les semences, elles sont toujours reproductibles. Merci beaucoup, Nathalie. Merci bien. Anne. Et après, on donnera la parole à Christophe. Essayez de penser un petit peu au réchauffement climatique parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Et c'est un sujet, c'est passionnant, hein, les semences. Franchement, c'est dommage qu'on ait si peu de temps. Mais en tout cas, Anne, je vous donne la parole. Donc déjà, en effet, les semences, elles ne sont pas faites et on ne fait pas de croisement dans le but qu'elles ne soient pas productibles pour l'agriculteur. Pas du tout. Donc oui, mais alors, Anne, excusez-moi de vous couper, mais c'est quand même quelque chose qui est fortement ancré dans la tête des citoyens et des consommateurs. Donc là, vous faites votre boulot comme il faut, mais il y a quelqu'un dans la filière qui ne communique pas comme il faut. Je suis d'accord avec vous. Il y a des espèces qui sont... Voilà, il y a des hybrides, mais parce que c'était pour répondre à une demande. L'agriculteur peut très bien le recevoir, comme l'a dit Christophe, ça donne une plante complètement hétérogène, donc c'est son choix de repartir et d'en racheter. Après, les espèces lignées comme le blé, l'orge, il peut y avoir des hybrides, mais il y en a très peu. C'est la limite de l'agriculteur qui va marcher. S'il décide d'acheter que des hybrides, il n'y aura plus de lignées. Au bout d'un moment, il faut que la recherche soit voilà, on ne fait créer une demande et on s'adapte. Voilà, il n'y a aucune mauvaise intention derrière. On ne peut être pour ou contre les OGM, les nouvelles technologies là-dessus. Voilà. En effet, on a besoin de faire des OGM dans un pays où il y a une demande. Hein. On fait du blé. Il y a des biotechnologues voilà, une technologie qui est venue vers nous et qui a demandé à mettre son gène d'intérêt dans notre génétique pour un marché spécifique. Donc, on n'a fait que répondre à une demande qui n'est pas du tout le cas en Europe. On s'adapte.
Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la réalité. Alors, par rapport au dérèglement climatique, ce qui se passe, c'est que c'est pas si simple de faire de l'expé traditionnel, faire des croisements dans le terrain les années sont toutes différentes, l'environnement est très compliqué. Et c'est là où la science, les nouvelles technologies peuvent nous aider à accélérer ce mouvement et à trouver des choses intéressantes. Voilà, c'est très difficile de trouver, d'expérimenter tout le temps des stress hydriques. On a l'impression que c'est facile, mais non, dernière, il pleut tout le temps. Voilà. Donc, c'est là où les nouvelles technologies peuvent nous aider à gagner du temps et aller plus vite et à répondre à des enjeux importants. Et non pas forcément aller mal. C'est vraiment dans cet esprit-là. Et ensuite, il faut savoir aussi qu'on a accès à une diversité, c'est-à-dire que la semence, quand on est sélectionné, on peut très bien demander à son concurrent variétés et les croiser. On a accès à la génétique de chacun. On est beaucoup d'obtenteurs en France ou dans le monde et il suffit d'écrire un courrier, de demander des semences, on les reçoit, on peut faire des croisements. La diversité génétique existe bien, on l'exploite. C'est même tout à fait le top départ de notre métier. Merci Anne. Je vais juste, avant de donner la parole à Christophe, me faire juste l'avocat du diable une demi-seconde. À un moment, je ne sais plus quel orateur a dit finalement les NBT, c'est quand même beaucoup mieux parce que là, on ne touche pas au génome de la plante par rapport aux OGM. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que finalement, si on s'était engouffré dans les OGM il y a 3-4 ans, mais là, vraiment, je me fais l'avocat du diable. Hein. Si on s'était engouffré dans les OGM, finalement, vu qu'on a trouvé quelque chose qui est bien mieux et qui nous donne pas l'impression de jouer aux apprentis sorciers, ça aurait été dommage par rapport aux États-Unis qui est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que voilà. Christophe, allez-y, parce que je crois que ça vous fait sourire. Oui, non, mais déjà, la définition des OGM, c'est très compliqué. En fin de compte, il faut déjà comprendre qu'un OGM, c'est une définition purement administrative ou juridique. Et donc, en fin de compte, un OGM, scientifiquement, ça n'existe pas. Enfin, c'est issu de transgénèse, c'est issu de mutagénèse. Aujourd'hui, on parle d'édition génomique. Il y a plusieurs techniques. Et donc, en gros, on fait un paquet qui ressemble, qui regroupe plusieurs notions différentes. Et donc, c'est compliqué de s'y retrouver derrière. Il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport aux fameux laboratoires, les gens qui cherchent dans les laboratoires, même demain, si on autorise, même si on avait autorisé les OGM issus de transgénèse, ou demain, si on autorise l'édition génomique, le parcours de la variété va être la même. C'est-à-dire que moi, agriculteur, je ne vais jamais acheter une semence qui va sortir directement d'un laboratoire. Non, je veux qu'elle soit testée sur le terrain. C'est ce qui se passe, en gros, c'est le principe du catalogue. C'est-à-dire que quand vous voulez inscrire une variété à un catalogue, Nathalie expliquera certainement ça mieux que moi, c'est-à-dire que il y a un organisme du ministère de l'Agriculture qui, en fin de compte, évalue les variétés qui sont proposées à l'inscription. Et moi, en tant qu'agriculteur, ça me permet d'avoir les caractéristiques en termes de résistance maladie, en termes de rendement, en termes de qualité, par exemple, si c'est du blé, la qualité de la farine. Donc, avant inscription, en fin de compte, pour que je sache que je vais semer, je vais en aucun cas semer une variété parce qu'il est marqué dessus OGM, je vais la semer. Non, j'attends d'avoir excusez-moi de vous couper, Christophe, mais vous ne pouvez pas, c'est interdit les OGM. Oui, non, mais demain, ce que je veux dire, c'est que même demain, on aurait une variété OGM qui sortirait. En aucun cas, moi, je la semerais directement sortie du laboratoire. C'est ce que je veux expliquer. Oui, mais si elle sort et qu'elle est approuvée, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus facile d'y avoir recours. En fait, ce qui bloque aujourd'hui, c'est le nom des citoyens et ce nom, voilà, après, est-ce qu'il est fondé ou pas fondé? Est-ce que… C'est encore un autre débat. Mais, voilà, c'est ça. Mais derrière ce débat-là, il y a le débat des NBT et il y a finalement tout un débat sur les semences. Hein. Mais ce que je veux bien faire comprendre aussi, c'est que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que toutes les technologies qui vont être utilisées ou demain les NBT, ça va sortir directement du laboratoire à mon champ. Il va y avoir évaluation
Enfin, c'est ça qui me semble important que le grand public comprenne. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va sortir une variété directement du laboratoire à mon champ. Et moi, je ne vais pas accepter de semer dans mon champ une variété qui ne va pas être évaluée sur le terrain. Enfin, en aucun cas, je vais accepter une variété qui n'aura pas été évaluée sur le terrain pour inscription. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans… Non, on comprend bien. C'est-à-dire que moi, je suis quand même, enfin, en tant que, je suis agriculteur, je suis responsable, je suis aussi bien en tant que citoyen qu'en tant que chef d'entreprise. Enfin, je peux pas dire, je vais semer une variété uniquement parce qu'on m'a dit de… Enfin, voilà, il faut qu'elle soit évaluée. Et ça, je pense que c'est important. Dans le cadre des NBT, en fait, l'édition génomique, le principe, c'est qu'en fait, imaginons qu'on découvre sur une variété, une vieille variété ou une variété qu'on a obtenue, enfin, qu'on a trouvé quelque part, un gène de tolérance, admettons, donc, au coup de chaud. On a bien, parce que le problème des NBT, c'est qu'il faut bien identifier le gène, en fait. Et donc, si on a découvert ce gène-là, en fait, le but des croisements, ça va être, en fait, on va prendre la variété d'intérêt, on va le mettre sur une variété qui présente d'autres intérêts, déjà aujourd'hui, les bonnes variétés. Et donc, en fin de compte, on va faire des croisements et on va faire de plus en plus de croisements parce que souvent, la variété qui va présenter le gène d'intérêt par rapport à la tolérance à la sécheresse, par exemple, elle va être sensible aux maladies, elle va être certainement avoir une qualité de grain, enfin de farine pas top. Donc, le but, ça va être au fur et à mesure, éliminer les gènes de la variété qu'on a découvert avec le gène d'intérêt, éliminer la partie qui ne nous intéresse pas pour l'intégrer sur des variétés qui présentent aujourd'hui déjà des intérêts. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord, c'est très clair, Christophe, c'est très clair. Et donc, c'est un travail très, très, très long. Oui. Et en fin de compte, le principe des NBT, c'est de dire, on a notre variété aujourd'hui élite. On sait qu'en fin de compte, on est d'accord, hein, l'alphabet de l'ADN, c'est 4 lettres. Hein. Donc, il suffit, on sait qu'à tel endroit, là, en gros, il faut qu'on inverse 2 lettres à tel endroit du génome. Et en fin de compte, on obtient directement, en gros, ce qu'on aurait obtenu par divers croisements, mais il faudra peut-être 50 ans pour avoir la même variété là, avec nos fameux petits ciseaux là, qui ont obtenu un prix Nobel. En fin de compte, on le fait, on le modifie dès le début et après, on va évaluer la variété pour voir si… Merci beaucoup. Merci, Christophe. On a compris votre propos. La seule chose, c'est les petits ciseaux. C'est que, contrairement à ce que dit Alain, ces choses-là ne vont pas être faites naturellement, elles seront faites, il va y avoir une influence de l'homme sur la nature. Mais chacun… un croisement, ce n'est pas naturel. On ne va pas redébattre parce qu'il est 23. Oui, mais un croisement n'est pas naturel, demandez Anne. Il nous reste 7 minutes et j'aimerais bien que chacun puisse prendre la parole très très vite en disant en 2-3 phrases ce qu'il retient de nos échanges et son souhait le plus cher concernant les semences. Qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il souhaiterait dans l'avenir pour les semences. Alors, je vais commencer, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que c'est un sujet extrêmement compliqué, que entre la science et le vivant, mon cœur balance. Et que c'est difficile et que moi-même, en tant que personne, j'ai du mal à me faire une opinion. Alors qu'évidemment, en tant que consommatrice, ça va être encore plus difficile. Et mon souhait, c'est quand même de me dire que la science, quand elle est bien gérée par l'homme, lui permet d'avancer. Et donc, j'espère que dans le sujet des semences, la science va nous permettre de pouvoir nourrir toutes les personnes qui vont avoir très faim dans un avenir très proche. Voilà. Alors maintenant, à vous la parole. Je sais pas, vous prenez la parole et puis vous la passez à quelqu'un d'autre pour qu'on tourne assez vite et qu'on puisse avoir terminé d'ici une dizaine de minutes. Qui se lance? Moi, je veux bien démarrer. Moi, je reste attaché à la nature, enfin à ce qui se passe de façon naturelle. Donc, on va rechercher toutes les variétés qui sont les meilleures. On va affronter le réchauffement climatique en allant chercher, en cherchant à s'adapter, en étant le plus intelligent possible, en faisant des choix. Mais
tant qu'il n'y aura pas eu de débat, mais un vrai débat sur les OGM, ces interventions qui sont effectivement géniales, c'est quand même un domaine qui présente des risques assez phénoménaux. Donc, de toute façon, on doit y aller sur la pointe des pieds. On n'a déjà pas été enfin, il y a on a notre propre génome aussi. On a parfois des chromosomes. Certaines personnes ont des chromosomes un peu fragiles. On pourrait avoir envie d'enlever le morceau de chromosome qui ne va pas pour en mettre un autre. Enfin, il y a derrière ce sujet-là, quand on l'aborde par les plantes, ça paraît d'une banalité absolue, mais c'est en fait c'est le même sujet que par rapport aux humains. Donc, pour moi, c'est un vrai sujet de société. Il faut pas le fermer. Mais il faut débattre. Et tant qu'on n'aura pas une adhésion, que tout le monde aura compris que c'est quelque chose de positif, pour l'instant, à mon avis, ce n'est pas le cas. Donc, on doit se mettre à utiliser toutes les plantes qui existent, à faire les croisements, à faire tous les choix. Et ça n'empêche pas de faire du commerce, hein, parce que tous les essais au champ qui sont faits, bien sûr que ça se paiera, ça demande du travail. Mais on ne change pas de planète. Quand on va au niveau des petits ciseaux, on change de planète. Merci beaucoup, Alain. À qui passes-tu la parole, Alain? Mathis, par exemple. Merci. Bah, du coup, ce que j'ai retenu du débat de ce soir, déjà, c'est que effectivement, c'est comme toi, Florence, c'est un sujet très complexe. Donc, on aura, je pense, enfin, moi, personnellement, j'ai appris des choses ce soir. Et donc, ce que je souhaite pour la suite, c'est que ce soit, comme Alain, qu'on ait un vrai débat. C'est-à-dire qu'on ait un vrai débat démocratique de façon posée. Donc en évitant tout ce qui est pas sûr, en se basant uniquement sur, enfin pas uniquement, mais en se basant sur les informations scientifiques, sur les meilleures informations qui puissent être disponibles et les plus diversifiées possibles avec tous les points de vue. C'est ça qui est extrêmement important et que ce soit aussi un débat politique parce qu'il ne faut pas que ce soit que scientifique. C'est-à-dire que si on écoutait parfois que les scientifiques, il y a certaines choses qu'on ferait, mais il est absolument primordial que ça passe aussi par le politique. Parce que effectivement, peut-être que les OGM ou la modification génétique, enfin choisir certains génomes ou des choses comme ça, au niveau scientifique, on peut dire OK, il n'y a pas de problème, on a plus de production, c'est bien contre le réchauffement climatique, mais ça pose aussi des questions au niveau philosophique, tout simplement, est-ce qu'on a envie de ce monde-là, comme le dit Alain? Donc c'est pour ça que c'est important aussi que ça passe par le débat politique, et donc c'est ça que je souhaite pour les prochaines années. Merci beaucoup, Mathis. Et je passe la parole à Anne. Mathis. Moi, ce que j'aimerais pour l'avenir, c'est que le métier de sélectionneur soit mieux connu. Donc, je sais qu'on doit faire beaucoup d'efforts de communication là. C'est ce qu'on essaye de faire. On a un groupe de sélection justement sur Twitter pour montrer le métier quotidien et effacer cette image qui peut faire peur et montrer qu'on est avant tout sur le terrain. Et on n'a pas oublié qu'on travaille aussi pour les agriculteurs et les agriculteurs pour le consommateur, donc on n'est qu'un des maillons. C'est ça, c'est avant tout de faire la variété, satisfaire l'agriculteur parce qu'il ne faut pas oublier qu'il aussi a besoin d'être rémunéré et de gagner sa vie, ses productions et donc de lui trouver des variétés adaptables à son métier, ses difficultés, l'environnement, voilà. Et d'utiliser des outils modernes. Je vois que Mathis a des oreillettes. Voilà, c'est bien aussi la modernité de pouvoir avoir des oreillettes sans fil. Nous, si on peut éviter de noter quatre pattes ou des choses difficiles ou accélérer certains travaux, on est content aussi de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Anne. À qui passez-vous la parole? Il faut que tu mettes ton micro, Christophe. Ah, j'avais pas entendu que c'était pour moi. Non, mais oui, non, mais c'était intéressant comme débat. Enfin, mais même si je reste perturbé, parce que quand j'entends, en fin de compte, il n'y a pas d'évaluation scientifique sur les OGM et qu'il faut croire que le côté naturel va nous permettre de répondre demain au changement climatique. Moi, ça me perturbe un peu parce que déjà l'agriculture, sélectionner des plantes, même un croisement, ça n'a rien de naturel. Je veux dire, Anne, elle est obligée en fait, de prendre une pince à épiler pour enlever les étamines sur un épi de blé pour en mettre celui qui l'intéresse. Donc, en gros, la sélection, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. La sélection, elle évolue avec les connaissances scientifiques.
Et là, j'ai l'impression, pour moi, il y a un truc qui colle pas, quoi. Enfin, entre le côté on veut du naturel, mais en même temps il faut qu'on écoute la science. De toute façon, et même CRISPR, c'est quelque chose. C'était découvert. C'est basé sur la nature. On est bien d'accord. CRISPR, c'est la manière dont les bactéries se défendent des virus. Et donc, c'est un truc naturel, au même titre que les OGM, c'est issu d'un processus naturel, quoi. C'est-à-dire que c'est une gale, c'est la manière dont elle se multiplie. Donc, en gros, même aujourd'hui, dans les recherches qui sont faites dans les nouvelles technologies, en fin de compte, ça reste toujours basé quand même sur la nature, quoi, et sur. Merci beaucoup, Christophe. Voilà. Merci bien. Je pense que tout le monde n'est pas convaincu de ça, mais c'est bien, on a tous échangé et entendu en tout cas ce que pensait l'autre, c'est très important. À qui donnez-vous la parole? Il nous reste Emmanuel, Simon et Lorraine. Et Nathalie. Simon. Merci Christophe. Écoutez, moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce débat ce soir. Je connaissais très peu d'éléments sur le sujet et j'en ai appris énormément. Moi, ce que j'espère pour le futur, c'est que déjà les agriculteurs pourront mieux communiquer sur certaines choses parce qu'il y a quand même des détails qui me paraissent très importants de connaître pour les citoyens. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il faut tout prendre au pied de la lettre. Mais je pense que la communication pour vous, c'est ultra important parce que moi, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui et je ne savais pas, par exemple, que le brocoli, ça n'existait pas de manière naturelle. Et pourtant, comprendre ça, c'est comprendre beaucoup de choses sur ce débat du soir. Et donc, franchement, merci pour ça, en tout cas. Merci beaucoup, et donc, je Simon. donne la parole. Il reste qui, du coup? Il reste Nathalie, Emmanuel et Lorraine. Je vais donner la parole à Nathalie. Merci Simon. Alors moi je rêve qu'on se comprenne tous très bien parce que je suis pas issue du milieu agricole, j'ai découvert la filière semences ces 20 dernières années. C'est une filière passionnante, il y a plein de choses à découvrir, c'est énormément complexe, c'est vrai. Et donc, pour avoir un débat tous ensemble, il faut déjà qu'on ait tous la même information de départ, qu'on comprenne bien tous ces éléments factuels pour pouvoir après échanger. Et c'est là qu'est la difficulté. Pourtant, je vous prie de croire qu'on essaye tous à notre niveau, même au niveau perso sur Twitter, d'expliquer. Et tous les éléments que vous avez évoqués, hybrides, catalogues, on les entend, on les entend à longueur de temps. Et donc, on devrait être rodé à l'exercice. Et la preuve, c'est que c'est pas encore évident d'expliquer tout ça malgré tout. Donc moi, oui, mon souhait, c'est ça, c'est que tout le monde prenne conscience que les semences, c'est la solution à nos enjeux climatiques, à nos enjeux environnementaux, à nos enjeux alimentaires. Ça fait vraiment partie des solutions. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et je terminerai juste pour Alain sur le génie génétique. Pour l'être humain, il est déjà en place en fait. On ne l'accepte pas pour les plantes, mais on l'accepte déjà pour l'être humain. Le Téléthon, il finance toutes ces recherches et tous ces travaux sur les maladies orphelines et on travaille déjà sur le génome humain en fait. Ce travail-là, on le fait déjà. Et ça, on l'accepte assez facilement, alors qu'on ne l'accepte pas sur les plantes. C'est ça qui nous chagrine des fois un peu, quoi. On se dit c'est dommage. Mais c'est normal qu'il y ait des garde-fous. Et ça, on l'entend bien tous et il en faut toujours partout. C'est pour ça qu'il y a une réglementation. Et il faut que la réglementation, elle évolue aussi pour nous permettre d'avancer. Mais on va continuer de communiquer. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Lorraine. Merci. Emmanuel qui aura le mot de la fin. Alors moi, très vite, ce que je retiens, comme tu le disais, Florence, c'est la complexité aussi qu'on retrouve dans ce sujet et les divergences d'avis qui, pour moi, viennent en fait d'une mauvaise connaissance pour certains et peut-être, je dirais pas d'une mauvaise communication, mais peut-être l'utilisation de certains mots qui font peur justement aux citoyens. Donc moi, je pense que c'est là. Et du coup, ce qui en découle, c'est que ce que j'aimerais, c'est qu'on soit vraiment mieux informés, je dirais, ou d'une meilleure manière, qui soit plus transparente, qui permette à chacun en fait, de se forger son propre avis avec des vraies informations, des informations véridiques et pas avec des idées préconçues, en fait. Voilà. Et puis du coup, Emmanuel, à vous. Merci beaucoup, Lorraine.
Emmanuel, vous avez le mot de la fin. Ah, on ne vous entend pas. Ah ouais. Je parlais pas. Compliqué ça. On parlait de réchauffement climatique et puis de génétique. Moi, je suis convaincu que la génétique ne résoudra pas les problèmes. C'est une fausse barbe de croire qu'elle résoudra seule les problèmes parce qu'elle en a beaucoup, beaucoup sur le dos. Je le vis au quotidien. Dès qu'il y a un souci dans les champs, le sélectionneur fera ça, fera ci, fera ça. Pour satisfaire tout le monde, c'est impossible. Avec des pas de temps de sélection accélérés ou avec des serres, avec la contre-saison, avec toute la main-d'œuvre, et Dieu sait que je suis bien au courant de comment ça se passe, qu'ils pourront mettre en place, ce ne sera pas suffisant. C'est un des moyens auxquels je crois. Mais par contre, à côté de ça, ne reprenez pas mes propos en disant que ce sera le mot de la fin, quand même, s'il vous plaît. Je suis convaincu qu'il faut qu'on éduque les citoyens dès le plus jeune âge. Moi, je rêve de recevoir des écoles. Je vois avec mes enfants comment ça se passe avec leurs copains. Je rêve qu'on éduque bien les citoyens, les petits-enfants qui sont dans les villes, qui n'ont pas la chance de comprendre pourquoi, quand un météorologue annonce un beau temps, je suis en colère parce que le beau temps en agriculture, c'est le temps qui ne change pas. Je suis en Bourgogne, dans les petites terres à cailloux. On est bien placé en ce moment pour vivre comme dans un grand secteur de France, la sécheresse actuelle, le déficit hydrique marqué. C'est grave, c'est très grave. Plus avec ce qui se passe à l'Est, entre autres, nos agriculteurs en souffrent et les concitoyens qui sont en ville n'en sont pas conscients parce qu'on ne les sensibilise pas aux vraies problématiques rurales qui existent pour produire. Et je pense qu'il faut quand même qu'on rééduque sur des choses très, très terre à terre. Moi, je sais que Anne partage aussi cette approche-là. Il ne faut pas qu'on oublie quand même la valeur des choses, mais de manière très, très proche de la terre, qui nous nourrit et qu'on doit respecter. Et ça passe par l'éducation et l'éducation des plus jeunes en particulier. Merci Emmanuel, ça ne pouvait pas mieux tomber comme mot de la fin, puisque l'Open Agri-Food son cheval de bataille, c'est l'éducation à l'alimentation dès le plus jeune âge à l'école. Et que donc on travaille là-dessus même avec le ministère de l'Éducation nationale, et qu'on veut rendre l'éducation à la plantation, à la cuisine et au goût obligatoire à l'école, de la maternelle jusqu'au CM2 dans les programmes scolaires. Donc merci Emmanuel. Ça peut tomber comme fin de... Et je rajouterais qu'on a écrit un manifeste qui est sur notre site internet, donc si vous voulez le signer, n'hésitez pas, c'est gratuit entre guillemets, mais voilà, donc ça peut toujours être intéressant parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre au final. Ouais. En tout cas, merci à tous. C'est un des débats, un des rendez-vous que j'ai fait qui m'a le plus appris. Je pense que c'est vraiment un sujet compliqué. Merci à tous d'avoir participé et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonsoir.